Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour la dernière vidéo concernant la tier list des conseils donnés aux meneurs de jeu. On a vu des conseils circonstanciels, des mauvais conseils, très peu de mauvais conseils quand même, des conseils intéressants, des conseils très très bons, des conseils qui mériteraient d'être explorés, c'est pour ça qu'ils étaient posés aussi haut. On a fini avec le rang A, là on arrive à la crème de la crème, le plus important, le rang S. Voilà, c'est pas spécial, je considère que c'est primordial, surtout au travers du rôliste moderne qui, on va pas se le cacher, a énormément de hobbies, par exemple. Moi, par exemple, je pense au fait que j'ai énormément de hobbies, au fait que les gens ont une fenêtre d'attention très très courte, au fait que le jeu de rôle peut sembler être une corvée au travers des préparations et donc peut en gros créer une distanciation dans le mauvais sens du terme avec le joueur, c'est-à-dire j'aime le jeu de rôle, mais c'est vrai que dès qu'il s'agit de s'impliquer un peu plus, c'est compliqué. Donc on va se tourner vers les conseils de rang S, on va les explorer, et là, il faudra être très très attentif. Donc, maintenant, le premier, donc on lit, je le rappelle, de la droite vers la gauche. La gauche, c'est-à-dire près de la lettre, ça veut dire que c'est le plus important, pour moi, évidemment, malgré le fait que les conseils qui sont donnés, chacun en a une idée. Je rappelle à nouveau que il y a l'élément personnel qui est à prendre en compte dans ce que j'expose, éviter la surpréparation. Et il est très en lien avec les aventures préfaites comme un cadre, c'est-à-dire lui qui est le dernier, celui qui est en dernier en D, celui qui est en dernier en S, les deux ont un lien, puisque si il faut faire des observations concernant les cadres ou concernant la préparation, n'essayez pas de reprendre les techniques des autres en premier lieu. N'hésitez pas à écouter des conseils, n'hésitez pas à le décortiquer, à réfléchir autour, à essayer de penser les choses autrement et par vous-même. Il y a une raison pour laquelle la préparation est quand même quelque chose que je fais et que je maintiens, mais que pour autant je ne finis pas en burn-out ou que je ne finis pas usé. C'est parce que j'ai vu des techniques qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. J'ai des techniques bien précises et des procédés bien précis pour pouvoir construire les choses. J'ai synthétisé ce que j'avais à faire et surtout je me suis fixé des limites. On revient avec cette idée, fixer les limites et les expectations. Quand tu dois préparer, à une époque on nous disait 80% potentiellement de ce qu'on préparait tombait à la poubelle. C'était décevant, donc ça a créé une génération de personnes qui préparaient moins, qui ensuite, où il y avait des personnes qui ont arrêté de préparer, et d'autres qui disent, préparer du jeu de rôle, pourquoi je ferais ça? Et après, quand il s'agit de regarder le fait accompli que par exemple une session se déroule mal, quand il s'agit de trouver le fin fond du problème, il y a des joueurs qui n'arrivent pas à surpasser l'échec. L'échec n'est pas une opportunité, elle arrive. Le fait de ne pas percevoir l'échec comme une opportunité, c'est que tu as décidé de laisser tomber, de ranger le livre et de décider que tu ne feras pas du jeu de rôle. Éviter la surpréparation est quelque chose de très, très, très important. Vous jouez un certain nombre de temps par jour. Enfin, plus ou moins dans la semaine. Vous vous dites, je dois préparer. Est-ce que vous êtes dans une campagne? Est-ce que vous êtes dans un one-shot? Est-ce que vous êtes dans une campagne courte? Une campagne longue? Une campagne de longue haleine? Posez-vous ces questions-là. Ensuite, vous vous focalisez, vous vous dites, ok d'accord, étant donné que le jeu de rôle, c'est un hobby, mais c'est aussi un hobby qui prend du temps, c'est-à-dire prend du temps à être joué, et où vous pouvez supposer, je dis bien supposer parce que dans le réel, il existe des techniques
pour faciliter les choses, et on va en parler. Étant donné que y jouer, ça prend un certain nombre de temps et qu'on a une fenêtre d'attention très très courte, combien je suis prêt à investir dans le temps de préparation? Moi, j'avais une règle très simple à l'époque, un peu pendant le Covid, au début du Covid, où en fait, je me disais, je m'interdisais, c'est pas pendant le Covid, mais c'est un petit peu avant, je m'interdisais en fait le fait d'investir 20% de mon temps de cerveau par semaine concernant le jeu de rôle. Ensuite, je me disais, je n'investirai pas 20 minutes, plus de 20 minutes d'écriture pour préparer une session. Je me suis établi des limites. Mon cerveau pouvait vagabonder. Il restait dans le 20% de temps d'attention de cerveau. Je ne m'attardais pas là-dessus, j'avais d'autres choses à faire, j'avais d'autres tâches, il y avait d'autres éléments qui rentraient. Mais n'empêche que, entre ce qui s'est passé entre les deux sessions, si vous êtes concerné par le fait de faire du jeu de rôle, et de faire du jeu de rôle engageant, il y a une partie de votre cerveau qui travaille sur ce qui pourrait être fait, ce qui pourrait être entendu. Est-ce que l'exposition, ça sera une chose qui sera abordable ou non? Et ensuite, vous vous dites, j'ai 20 minutes, j'écris ce que j'ai à écrire. 20 minutes, ça veut pas dire aussi, ça ne veut pas dire écrire comme un dératé pendant 20 minutes jusqu'à avoir une grande quantité de contenu. Des fois, il y a des personnes qui croient que écrire plus de lignes, ça fait que ça a l'air plus crédible. C'est une logique débile, hein, on est d'accord. Mais il y a des personnes qui pensent comme ça. 20 minutes d'écriture, c'est 20 minutes d'efficacité. Ce que vous avez produit, ce qui est passé par votre tête, ce que vous jugiez important, devrait se canaliser pour ensuite être projeté pendant 20 minutes et qu'à la fin, vous n'ayez pas à retoucher cette chose-là parce que le temps de correction aussi est pris en compte dans ces 20 minutes. Et après, on se retrouve au fait accompli. Vous avez déjà de la préparation. Et la préparation peut se faire de bien des manières. On peut écrire des éléments de scénario, on peut écrire ce qui est important, on peut écrire, comme j'ai tendance à le dire par exemple pour la méthode du Con, on peut écrire quel est le niveau de difficulté supposé, attendu de l'arc narratif, quel est le temps qu'ont à disposition les joueurs pour pouvoir faire avancer les choses. Si ça arrive, quelle est la conséquence de s'ils arrivent à une étape par rapport à une autre? S'ils n'y arrivent pas à temps, qu'est-ce qui va changer? Quels sont les éléments distinctifs qui sont présents? En gros, une page à gauche, une page à droite, c'est comme ça que je faisais. Une page à gauche, une page à droite. La page à droite décrit très en détail, en fait, de manière très très générique, de manière séquencée, la méthode de l'arc narratif ou du scénario en question. La page de gauche, c'est les éléments détaillés qui pourraient apparaître au travers de la partie. Une fois qu'on a fait ça, faire plus de préparation que ça, c'est possible, mais ce n'est pas forcément souhaitable. Voilà. Éviter la surpréparation. Il faut apprendre à être efficace. Je ne sais pas si je vais devoir rappeler ça au travers de vidéos beaucoup plus courtes, mais étant donné que je vais remonter ces vidéos-là, probablement que je vais garder certaines idées et je vais les mettre dans un coin, puisque j'ai une petite fiche qui me dit j'ai ça à écrire, j'ai ça à faire, j'ai telle vidéo à traiter, j'ai tel temps pour pouvoir traiter de tel sujet et qu'il est pertinent de le mettre avant ou après tel sujet. Voilà. J'ai insisté beaucoup sur le premier point, on va passer sur le second. Soyez préparés, mais flexibles. Cela va de soi. On a eu l'idée de la corde, c'est-à-dire elle doit être assez tendue pour pouvoir produire la note, mais pas trop tendue au point qu'elle finit par la fausser. Être préparé et flexible, ça doit être le propre du meneur de jeu. N'oubliez jamais
Le jeu de rôle est censé être une activité ludique et un jeu qui a une rythmique organique, dépendant de qui est à la table, ce que vous attendez et l'expérience que vous avez envie de faire vivre. Soyez prêts et soyez flexibles. Comment dire ça? Concentrer, créer une méthodologie de préparation qui plus est courte, fait aussi partie de cette règle où il faut être prêt mais flexible. Si à une époque les gens écrivaient et que 80% potentiellement de ce qu'ils écrivaient pouvait tomber à la poubelle, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de ne pas livrer trop d'informations, mais peut-être d'illustrer des étapes. Voilà. Surtout qu'on ne sait pas de quelle direction vont prendre les joueurs. Ensuite, incorporer les objectifs des joueurs, je pense que cela va de soi et je n'ai pas besoin de l'étendre plus. Les joueurs ont des objectifs pour leurs personnages, les personnages ont des ambitions. En fonction de la campagne et après avoir discuté de ce que vous vouliez faire ou non, il est évident que c'est facile d'incorporer les objectifs des joueurs et la présence des objectifs n'est pas seulement l'élément qui doit être important, mais aussi comment elle va être délivrée pour apporter une pleine satisfaction des joueurs. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est pas une horror story, mais c'est une session qui s'est mal passée et qui aurait pu pousser un joueur à changer de perso, voire même à quitter sa table. C'était une table de donjon 5e, où une joueuse avait toute une histoire passée avec dans un monde qui était assez sombre, c'était une ancienne esclave, tout ça. Et le féticheur, plutôt le flétrisseur, le maléficien, lui a laissé une cicatrice qui, indirectement, lui permet de trouver ce dernier pour qu'elle puisse assouvir sa vengeance et s'occuper de celui qui a tué sa mère et son petit frère. Un joueur est arrivé d'on ne sait où, connu du meneur de jeu, il est très prêtre, il a libéré la personne, il a guéri la cicatrice et la malédiction en un coup comme ça. Le plus étonnant, on va pas se le cacher, c'est que le meneur de jeu l'ait autorisé et n'a pas mis en avant le fait que c'était un élément très très important de la construction dramaturgique du personnage. C'est bien grand mot, mais tout ça pour vous dire que c'était très très important que cet arc-là se produise parce qu'il était intégré à l'univers. Le joueur qui arrivait, le prêtre, a empiété sur le territoire de la narration du joueur et du meneur de jeu en même temps. Est-ce qu'elle aurait peut-être dû mettre ça en avant de manière complètement non subtile en disant c'est pour un arc important, t'as pas besoin de faire ça. Elle aurait pu le faire, ça lui aurait pu lui éviter bien des problèmes. Mais parfois, pour le bien de la bienséance d'une session ou d'un confort de nouveaux joueurs, on peut laisser passer certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas dû laisser passer. Donc, soyez très attentifs à ça. Et puis le deuxième exemple que j'ai, c'est que là, j'avais fait une session, et j'en ai parlé dans la vidéo précédente, où ça s'est mal passé, c'était du Skyrim. Et en fait, il y en a un qui avait une expérience, il voulait faire du donjon 5e sans le vouloir, et qui me demandait de faire le train fantôme, et il s'était plaint qu'il y avait un joueur qui a fait tout ce qu'il faut pour aider la fille de la Jarless, et qui n'a pas obtenu tout ce qu'il veut au travers de la session. Donc ça veut dire que si on dézoome au maximum, mais bon, des fois les joueurs n'ont pas cette distanciation-là, mais c'est-à-dire que le mec pensait qu'il a vu la fille de la Jarl, parce que c'était la fille de la Jarl de Mortal, c'était Igrod la Jeune, pour ceux qui connaissent Skyrim. Elle a vu le PNJ Jean une fois.
il y a 2 semaines. Il lui a parlé 15 minutes à tout casser. Il est allé apporter le médicament à Blanche-Rive, il en est revenu, il est venu discuter, les discussions allaient de bon train, donc c'est le premier vrai contact, et le premier vrai contact allait. La soirée n'était pas finie, ils se sont fait attaquer par des drogueurs, il fallait que, entre les 2 étapes, ils concluent. Tout en sachant que même si la sexualité est très très libre dans l'univers de Elder Scrolls, je vous conseille de voir, si vous ne connaissez pas l'univers de Elder Scrolls, de regarder énormément de vidéos anglophones qui traitent du sujet plutôt bien traités, que les Nordiques sont un peu coincés du cul là-dessus. C'est-à-dire coucher avec 2-3 personnes dans le même mois, c'est déjà mal vu. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et qu'est-ce qui est mieux que la personne ait obtenu tout ce qu'il veut parce qu'il a bien discuté ou qu'il a réussi ses tests de communication, ou encore qu'au moment où ils finissent par sauver, qu'ils fassent preuve d'héroïsme, qu'ils puissent repousser les drogueurs, les permettre d'amener un certain repos, qui malgré la différence des espèces a pu montrer un certain respect pour les traditions nordiques, soit revenu victorieux et à ce moment-là puisse s'engager dans une relation. Le joueur concerné a tout à fait compris la démarche. C'est l'autre qui n'avait pas compris la démarche. Donc, vraiment, incorporer les objectifs de joueurs, il y a ce rapport entre ce qu'ils ont l'intention de vouloir raconter, l'intégration à l'histoire, mais aussi comment la conséquence est délivrée au travers de la campagne et qui apportera une satisfaction. Voilà. Ensuite, on va utiliser, on va même pas trop s'étendre sur l'autre puisque c'est utiliser les backstories du joueur. Oui, c'est très très important. Il y a des fois, il y a des campagnes où ils font front commun pour pouvoir remplir un grand objectif et qu'au final, l'objectif est plus grand que leur histoire individuelle. Mais je pense que ne pas intégrer les backstories des joueurs au travers de la campagne, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut être capable d'intégrer les backstories. Je ne peux pas aller plus loin que ça, je pense que j'ai déjà, à partir de ce que j'ai dit avant sur la délivrée, je pense qu'on n'a pas besoin de faire une redite là-dessus. Ensuite, créer un monde vivant. Alors ça, c'est surtout les férus de personnes, les férus d'univers, les gens comme moi, qui ont envie de faire un monde vivant, qui comprennent que les NPC sont les autochtones de leur propre monde, que le monde évolue avec les joueurs, que le monde évolue sans les joueurs, que ça c'est un truc dans mon idée de la fantasy, c'est que l'homme providentiel, l'individu providentiel, le groupe providentiel n'existe pas. Si ils finissent tous par en mourir, et que les choses ne sont pas réglées à temps, peut-être qu'il y aura une conséquence négative, ou voire même cataclysmique. Mais l'individu, dans la plupart des fantaisies que j'écris, l'individu providentiel n'existe pas. La figure du Messie n'existe pas. Si une personne échoue, il y aura d'autres pour le remplacer, parce que si certaines personnes décident de s'affaisser devant le précipice du chaos, d'autres personnes vont amener à s'élever. En tout cas, c'est mon approche narrative de la chose. Créer un monde vivant, c'est un peu des joueurs, un peu de l'univers en lui-même, car l'univers est aussi un joueur, qu'on y réfléchit bien, et aussi le meneur de jeu est censé illustrer chacune de ces facettes. C'est pour ça qu'on, par exemple, qu'on parle du foreshadowing, qu'on parle de l'exposition, qu'on parle des cliffhangers, quand on commence à parler de certains éléments, comme on a fait précédemment, comme tout ce qui est les rails, l'engagement, encourager les joueurs à se dépasser, tout ça vient créer une alchimie qui va donner au monde un caractère organique et surtout une expérience unique. Tu peux avoir
eu une belle campagne, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou alors c'est un peu particulier. J'ai déjà eu l'impression que des joueurs ont tenté de singer une campagne qui s'est bien passée. Et surprise, ça ne s'est pas passé. Parce que ce n'était pas la même campagne. Le truc, c'est que j'ai l'impression que quand tu essaies de fossiliser, de figer les choses, ça peut devenir un trope, ça peut devenir un archétype, ça peut devenir un idéal, mais la fantaisie meurt à ce moment-là. C'est comme écouter le solfège pour composer de la musique. Ça, comment dire, le romantisme meurt, mais la compréhension augmente. Et être capable de réenchanter le monde après l'avoir désincarné pour essayer de savoir ce qui en était bien, est une entreprise difficile. Je pense que toutes les franchises qui se sont cassées la gueule jusqu'à présent, et le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles grandes franchises qui a pu s'illustrer ces derniers temps, le montrent. Voilà. Ensuite, laisser les joueurs impacter le monde. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Puisque ça, vous voyez, on commence à voir le lien entre chaque étape. Donc c'est bien, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, prenez attention aux réactions des joueurs. J'ai du mal à voir, hein, désolé. Ça, c'est un truc pour lequel je comprends que des meneurs de jeu disent webcam obligatoire. Voilà. Je ne propose pas et je ne dis pas webcam obligatoire, mais c'est vrai que ce que m'a montré les parties avec des inconnus au numérique, c'est que c'est important de voir leur réaction, parce qu'ils peuvent te laisser l'illusion que la partie se passe bien de bout en bout et après se plaindre tout le long. Et puis aussi, ça permet aussi de savoir si les joueurs sont attentifs, parce que c'est une chose que les joueurs soient sur leur portable ou font autre chose ou attendent leur tour de jeu, mais si en plus de ça, ils ne prêtent pas du tout attention à la partie, se mettent à faire autre chose, mais vraiment autre chose qui n'a rien à voir, et qu'au moment où il agit, il y a eu énormément de temps d'attente de la part de tout le monde. Non pas parce que son personnage n'était pas actif, mais parce qu'on est en train de l'appeler depuis un petit moment déjà, parce que c'était son tour, et qu'on lui rappelle que c'était son tour. Parfois même qu'on parle de lui en disant mais comment il ralentit la partie, il fait chier tout le monde. C'est quelque chose de très pénible. C'est pour ça que j'idéaliserai toujours les parties présentielles. C'est pour ça que en numérique, je suis en train de clairement envisager le fait que je demanderai des trucs avec la webcam. Même les personnes que tu connais peuvent faire des choses très très décevantes et être des joueurs exécrables en numérique parce que ils ne sont pas dans ton champ de vision. Voilà. C'est comme ça. Et puis évidemment le dernier, le plus important, celui qui est au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil. Il n'y a personne. Comme diraient certains, enfin, que vous connaissez très très bien, créer une atmosphère positive à la table. Malgré les éléments à charge que je pourrais avoir envers certains meneurs de jeu, certains joueurs, débutants ou non, ou avec de l'expérience ou non, malgré les changements de mentalité entre les différents meneurs de jeu, ceux qu'ils sont prêts à accepter dans leur fiction, ceux qu'ils veulent figer dans leur fiction, leur volonté d'imposer certaines choses, il n'en demeure pas moins que créer une atmosphère positive, c'est quelque chose de primordial. Il n'y a rien au-dessus de ça. Ça veut pas dire être la personne accueillant et qui vient dire allez vas-y on est bon d'ambiance. Bon, il n'y a pas le on est comme une famille parce que franchement quelqu'un qui me dit ça sans red flag instantané, il est kické de ma table, je veux pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire par là? Réaction extrême peut-être, hein, mais je m'en bats les couilles.
construire une atmosphère positive fait que tous ces éléments-là, toutes ces choses qui ont été dites, toutes les objections qui pourraient survenir, se doivent d'être traitées avec sensibilité, pédagogie et parfois réfléchir à une ou deux fois avant de s'exprimer avec quelqu'un, surtout quand vous savez que par exemple vous n'avez pas le moral ou ce genre de choses-là. Ça c'est déjà arrivé que des joueurs parlent d'une certaine façon et de manière très passive-agressive pendant une session, parce que la moitié du groupe est en présentiel, l'autre moitié est en distanciel, et tu comprends qu'il prend mal des choses qui ont été dites sur un ton neutre et tu l'as entendu, et que en fait tu lui confirmes non, il y a eu un problème, et puis en fait il y a aussi le son, l'internet, et puis à un moment tu te dis non c'est bon, on va arrêter la partie et on va continuer. C'est arrivé avec des joueurs. Il y a des joueurs, il y avait l'internet qui fonctionnait pas, ils étaient à distance, ils ont fait leur partie, ils ont fait leur session. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit, j'arrête la partie, on va refaire la partie, qu'on va continuer. Les autres joueurs qui étaient en présentiel et le truc était fini, ils étaient en train de remballer leur droit. J'ai dit, non, nous, on va jouer, mais je vais vous faire découvrir autre chose. À ce moment-là, je crois, le jour où ça s'était arrivé, je les avais fait découvrir d'une manière indirecte l'univers de Phantasy Star Online 1, c'est-à-dire les Phantasy Star Online épisodes 1, 2, 3 et 4. Je les avais fait montrer grâce à l'EWSUSN Deluxe l'univers de Phantasy Star Online 1. Ils ont beaucoup apprécié pendant les 3 sessions où ça s'est passé. On n'y est pas revenu, mais c'était un bon moment. Mais construire une atmosphère positive, c'est aussi parfois faire preuve de compromis, faire preuve de patience et appliquer tout ça en même temps de manière constante est très très difficile. C'est pour ça que je me dis toujours il vaut mieux s'entourer de joueurs qui comprennent ce que vous attendiez tous de la table et qu'ils sont capables de faire des compromis. Comme ça, on est toujours prêt à essayer de trouver les meilleurs outils et les meilleurs moyens de passer un bon moment. Je pense que les moments où ma table a passé de très mauvais moments, c'est les moments où un individu a décidé d'être cruellement égoïste et que ça a foutu les autres dans la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Donc voilà la grande conclusion. La seule chose que je voulais à vous dire à nouveau, c'est créer une atmosphère positive. C'est très très important. Vous ne pourrez pas tout appliquer constamment si vous êtes débutant. Là, je sais pas moi, faites une copie, faites un outil capture, essayez de copier le truc, réfléchissez-y quelques secondes, discutez-en avec les personnes avec qui vous avez l'habitude de jouer, regardez bien, observez bien ce que vous avez déjà fait à la table, regardez ce qui a changé, discutez aussi, essayez. S'il y a un conseil que je considère impératif aussi, c'est, et que je n'ai pas vu, c'est encourager les rapports de partie et les sessions zéro. Et même si une personne arrive en dernier, qu'il y a une dynamique qui pourrait peut-être être bouleversée, la mise en contact, la session 0 et puis surtout après le rapport de partie, mettre ces éléments en avant vont être ça va être très très important, puisque si on ne trouve déjà pas le temps pour discuter des choses pour améliorer le bien-être de la table, il n'y aura pas d'autres moments. Il faut être capable de fixer ces moments. Bien, ah ben là je vous aurais bassiné avec pas loin de 5 vidéos qui parlent finalement des conseils qui relèvent du meneur de jeu. Là, j'ai poussé le truc en mettant déjà la tier list, donc il n'y a pas eu de moment de suspense. Hein. Oui, il faut le mettre là, ou là, ou là, là. Les explications étaient beaucoup plus intéressantes que tout le reste. Donc, je pense que c'est un bon moyen pour commencer. Moi, j'écris, je mets des JDA, mais je mets un système de saison.
Donc moi je vais le mettre dans la saison 11 puisque c'est la saison 11. C'est un très très bon moyen de commencer la saison 11. Après si vous avez d'autres conseils à donner, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Si vous avez des objections, n'hésitez pas. Des situations qui vous est arrivé ou des questions relatives au jeu de rôle, le GinJDR il est là pour ça, les retours sont là pour ça, vous connaissez les classiques, likez, partagez, commentez, et en attendant je pense que je vais vous dire amusez-vous bien, détendez-vous, voilà, vous pouvez pas tout appliquer mais détendez-vous là-dessus aussi. On se retrouve la prochaine fois pour... Ah ben je tire des leçons, je ne vais pas dire à l'avance c'est quelle rubrique qu'on va traiter, mais ma liste commence à s'agrandir concernant le traitement de sujets en rapport avec le jeu de rôle ou avec la fiction. Donc je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.